Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du bouleversement qui s'annonce pour nos retraites. Jean-Paul Delevoye a rendu sa copie à Édouard Philippe, elle servira de base à la prochaine réforme. Malgré les 18 mois de concertation, l'accueil est mitigé, il y aura forcément des perdants et donc des mécontents, mais lesquels et pourquoi? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Jean-Sébastien Ferjou à Jean-Philippe de Rosier. Nous reviendrons sur ce pot de l'amitié très politique au PS. Toutes les grandes figures socialistes se retrouvaient hier soir autour de Patrick Kanner au Sénat. Ils affirment haut et fort qu'ils ont encore des choses à dire. Nous verrons quoi avec nos éditorialistes dans 10 minutes. Et puis ce soir, pour la dernière d'OVPL, on va revenir sur l'année politique qui vient de s'écouler. De Benalla à François de Rugy, en passant par les Gilets jaunes, le mandat Macron est pour le moins chaotique. On y revient ce soir avec notre invité dans l'entretien, c'est Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Mais d'abord, retour en images sur cette année houleuse avec Fabien Recker. C'est l'acte 1 d'une longue série de turbulences. L'affaire Benalla avait éclaté en été, elle se prolonge tout l'automne et installe la défiance à l'égard d'un pouvoir qui se voulait exemplaire. En novembre, la hausse des prix du carburant met le feu aux poudres. La France périphérique envahit les ronds-points, puis les rues des grandes villes samedi après samedi. Le pouvoir semble vaciller. Je prends ma part de cette responsabilité. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Le grand débat, réponse à la crise, ne suffit pas à calmer le malaise, sur fond de violences policières qui valent à la France une condamnation de l'ONU. Une crise sociale qui se développe en parallèle d'une instabilité politique. Pilier de la Macronie, Gérard Collomb rend son tablier en octobre 2018, quelques mois après le départ fracassant de Nicolas Hulot. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Il faudra attendre l'élection européenne pour permettre au chef de l'État de reprendre la main. Une élection qui acte la victoire de l'extrême droite quand les partis traditionnels enregistrent une nouvelle déroute historique. Pour Emmanuel Macron, le répit est de courte durée. Enseignants, urgentistes, cheminots, la contestation sociale ne faiblit pas, les syndicats dénonçant le mépris de l'exécutif. Alors que se profile la trêve estivale, un nouveau scandale entache l'image de la classe politique et pousse le ministre de l'Environnement François de Rugy à la démission. Emmanuel Macron s'apprête à refermer le chapitre d'une année sous tension. Et on va y revenir avec Benjamin Morel, notre invité ce soir. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Docteur en sciences politiques, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, Benalla, Nicolas Hulot, Gérard Collomb, les Gilets jaunes et maintenant François de Rugy. Si on prend un petit peu de recul, Benjamin Morel, est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que finalement c'est le lot de tous les présidents ? Qu'il y ait des événements qui soient des événements, on va dire, marquants du quinquennat, c'est le lot de tous les présidents, si vous voulez. Ce qui est marquant dans ces événements, c'est à la fois leur profondeur, leur condensation du point de vue temporel, et surtout qu'ils marquent une évolution aujourd'hui de structure de l'électorat, de construction partisane, qui sont en pleine reconstruction après le choc de 2017. Ça remonte à plus loin, évidemment. Et donc on voit très clairement qu'aujourd'hui, on a une phase de restabilisation de la vie politique. On est loin de la stabilité, on a eu déjà le traumatisme, le tremblement de terre. Maintenant, la reconstruction, eh bien, on ne voit pas trop dans quel sens on va. D'une certaine façon, on fête l'anniversaire des 1 an de l'affaire Benalla. J'allais y venir, justement. Exactement. Il y a 1 an, on n'aurait pas pensé qu'il y aurait d'affaire Benalla. Ouais. On connaissait les fractures qui étaient inhérentes à la crise des Gilets jaunes, mais on n'aurait jamais pensé que ce mouvement prendrait cette ampleur et cette forme-là. Donc, d'une certaine façon, eh bien, aujourd'hui, on voit qu'on a une forme d'instabilité dont on voit assez mal où elle nous mènera. Vous diriez que tout part de l'affaire Benalla, que la Macronie ne s'est finalement pas remise de cette affaire, que c'est à partir de là que les problèmes ont commencé pour Emmanuel Macron ? Tout ne part pas de l'affaire Benalla, si vous voulez. Il y avait déjà des fractures avant, qui étaient claires, qui étaient nettes, et il y a eu surtout des fractures après, si vous voulez. Le terreau social sur lequel a été élu Emmanuel Macron était déjà problématique. On avait une France qui était fracturée. Déjà, c'est pas nouveau, si vous voulez. La fracture sociale de Jacques Chirac, c'est quelque chose qui déjà avait été analysé il y a bien longtemps et qui remonte même à plus loin que les années 90. Et par ailleurs, vous avez un président de la République qui a été élu justement à un moment de recomposition, qui a été un élément de cette recomposition Lui-même politique. un symptôme, finalement. Lui-même un symptôme. Et qui a été élu sur une base électorale à la fois friable, instable et minoritaire. Donc à partir de là, évidemment qu'il pouvait y avoir des remous. Comment ces remous connaîtront des répercussions? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais l'année a été riche à ce niveau-là, en événements et en remous. Est-ce que le fait que Emmanuel Macron et son équipe manquent d'expérience politique a pu jouer aussi dans cette cascade d'événements, de polémiques et d'affaires?
Alors il y a en effet un manque d'expérience politique, ce qui ne veut pas dire un manque d'expérience de l'État, si vous voulez. On a beaucoup parlé ces derniers jours d'Elisabeth Borne. Voilà très clairement quelqu'un qui a une expérience de l'État, des politiques publiques, mais qui n'est pas une femme politique, qui ne maîtrise pas justement le terrain, les rouages politiques. Donc dès le moment où vous n'avez pas des ministres qui sont des ministres très politiques, que vous en avez peu, dès le moment où vous n'avez pas de ramifications sur le terrain, comme pouvaient en avoir encore les vieux partis, qui avaient des militants, qui avaient des élus, qui permettaient justement d'alerter et de construire, même si l'exécutif ne voulait pas les entendre, des contre-pouvoirs internes, avec un parti qui disait « là ça ne va pas, là on s'oppose à l'exécutif ». Quand vous n'avez pas ça, quand vous êtes seul avec une structure partisane qui est essentiellement une structure partisane administrative, en fait, une administration de parti, eh bien vous vous retrouvez facilement coupé d'un certain nombre de signaux et donc plus sujet à ces difficultés. Et surtout, eh bien, vous manquez de bancs de touche, vous manquez de remplaçants. De relais. Donc, vous avez du mal, en fait, à renouveler votre personnel politique, ce qui aujourd'hui est un vrai problème pour la République. On a quand même l'impression que malgré ces obstacles, malgré ces péripéties, les réformes avancent et finalement Emmanuel Macron arrive à mettre en œuvre sa politique, non? Et si vous voulez, il faut voir comment est organisée la Ve République. La Ve République, dès lors que vous avez l'Élysée et que vous avez l'Assemblée, vous avez en fait l'ensemble des pouvoirs. Au moment de la crise des Gilets jaunes, on a dit c'est une crise des institutions. Mais les institutions ont parfaitement fonctionné. C'était une crise de la représentation. Une grande partie de la population ne s'est pas sentie représentée par le personnel politique et par les institutions. Mais à aucun moment, la main de l'exécutif n'a tremblé. À aucun moment, la majorité parlementaire n'a vacillé. Donc, sous la Ve République, avec tous les instruments de rationalisation qui sont dans les mains du Premier ministre et du Président de la République, quoi qu'il en soit, si vous voulez mener à bout une réforme, à moins de révolution ou de sécession du pays, vous arrivez à la mener au bout. La question, c'est quel en est le coût politique et quelle est ensuite votre base électorale et la base des Français qui vous soutient. Et en parallèle, il y a toutes ces oppositions qui sont assez inaudibles. Et puis ce jeu, j'allais dire, auquel a joué Emmanuel Macron, cette opposition binaire entre La République En Marche et le Rassemblement National, ça aussi, ça a pu aider à avancer? Ça a pu aider à avancer peut-être, si vous voulez. Le problème, encore une fois, c'est que ça part du principe qu'il y a aujourd'hui une stabilisation du jeu politique. Or, on a vu que c'est beaucoup moins évident que ça. C'est-à-dire la base électorale d'Emmanuel Macron n'est pas la même qu'à la présidentielle. La base électorale d'Emmanuel Macron, qui était une base plutôt de centre-gauche, aujourd'hui est devenue une base plutôt de centre-droit orléaniste. Le centre-gauche, au contraire, semble plutôt bouder Emmanuel Macron et s'est notamment replié sur le vote vert aux européennes. On voit qu'il y a de plus en plus une porosité entre le vote issu de la première gauche, qui a pu se retrouver dans Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles, et le vote pour le Rassemblement national. Tout ça fait que, aujourd'hui, encore une fois, on est dans une phase d'implosion du vieux système, mais que la stabilisation n'est pas encore en place et qu'on peut avoir encore beaucoup de surprises dans justement les formes de restabilisation, les émergences de partis, d'hommes politiques. Il ne faut pas oublier que 3 ans avant les dernières présidentielles, eh bien, Emmanuel Macron n'était connu que par un petit cercle de spécialistes et que personne ne lui donnait aucune chance d'être élu 6 mois avant. Donc on voit très clairement qu'en phase de recomposition, il ne faut pas trop tirer de planche sur la comète. Et en quelques secondes, Benjamin Morel, on voit que le prochain objectif politique d'Emmanuel Macron, ce sont les municipales, puis les sénatoriales. On sait que l'année a aussi été marquée par un bras de fer entre l'Élysée et le Sénat. Est-ce que c'est le coup d'après pour Emmanuel Macron? Il a le Sénat dans le viseur? Il a le Sénat dans le viseur, mais je pense qu'il sait très bien que ça va être extrêmement difficile. D'abord, le Sénat est renouvelé par moitié. Donc à partir de là, on amortit les chocs électoraux. Et ensuite, La République En Marche n'a pas le personnel politique local pour prendre un certain nombre de mairies. Elle peut participer à des exécutifs locaux, elle peut essayer de soutenir ou de récupérer certains maires issus de la gauche ou issus de la droite, mais la majeure partie des sénateurs vont être renouvelés sur, sur un corps électoral composé de maires divers gauche, divers droite, avec pas forcément d'attache partisane extrêmement forte. Donc à partir de là, emporter le Sénat pour La République En Marche en 2020, c'est vraiment une gageure, ça paraît même totalement impossible et je ne pense même pas qu'il l'envisage. Merci beaucoup Benjamin Morel pour votre éclairage politique ce soir. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Et merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année sur Public Sénat. J'espère qu'on vous retrouvera avec nous sur nos plateaux la saison prochaine. Merci infiniment. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Jean-Sébastien Ferjou à Jean-Philippe de Rosier. On va revenir sur cette soirée des socialistes autour de Patrick Kanner. Hier au Sénat, un ancien président, 3 ex-premiers ministres, pas moins, pour préparer la suite. Les éléphants
éléphants du PS, comme on les appelle, assurent qu'ils ont encore leur place dans le débat politique. Est-ce vraiment le cas? On va en discuter avec nos invités juste après le reportage de Quentin Calmet et de Jonathan Dupriez. Selon les sénateurs, c'était un simple pot amical, le rendez-vous habituel de fin de session. Et pour l'occasion, 150 parlementaires socialistes et leurs assistants étaient invités hier au Sénat. On a voulu faire de ce pot de fin de session des sénateurs socialistes un grand rassemblement. La famille est réunie. Dans un climat très festif, il va faire beau, ça sera sympathique. Et donc n'attendez pas quand même un congrès de refondation du Parti Socialiste ce soir. L'heure n'est pas au congrès donc, mais pour l'occasion, plusieurs invités de marque avaient fait le déplacement. Ancien président, ancien premier secrétaire, ancien premier ministre. À défaut de perspectives politiques nettes, la photo de famille était réussie. De quoi la gauche a besoin pour se relever? Oh là 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 là, non. Vous me posez des questions très difficiles. Il va falloir réfléchir longuement. Non, mais j'étais content d'être là, voilà, c'est tout. C'est plutôt un moment où on se dit, voilà, notre pays va mal, on a des choses à apporter. Et tous ceux qui ont joué un rôle ou qui jouent un rôle ou qui joueront un rôle, il y aura des jeunes députés, des jeunes sénateurs. Voilà, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est meilleur que les vieux, mais on a quand même besoin de changer de génération. Ça, moi, j'en suis convaincue. Donc, je suis heureuse de cette initiative et je pense que tout le monde est venu très spontanément. Avec l'idée que c'était une bonne chose de se retrouver. Mais parmi les invités de marque, un personnage concentrait beaucoup d'attention, Bernard Cazeneuve. Certains souhaiteraient le voir jouer un rôle de premier plan dans les prochains mois. Est-ce que vous la voyez, l'envie qu'il y a chez certains parlementaires de vous voir prendre le flambeau? Il n'a pas été question de ça ce soir. Qu'est-ce qui manque à la gauche selon vous pour gagner à nouveau? De l'authenticité, de la sincérité, des idées et une capacité de retrouver le lien avec les Français. C'était un travail de longue haleine. Je vous souhaite... Prochaine étape pour le parti, après le retour d'un soir des éléphants, le retour de la rentrée du PS à La Rochelle du 23 au 25 août prochain. Et avec nous pour ce match des idées, Jean-Philippe de Rosier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste et chef du pôle institution au sein du think tank L'Hétairie. Nous attendons Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes, je l'espère. Tous les ténors du PS réunis hier au Sénat, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait sourire ou vous prenez l'initiative politique au sérieux ? Je crois qu'il faut prendre l'initiative politique au sérieux. Oui. Le Parti socialiste est dans un état qu'on ne va pas décrire, tout le monde le connaît, des fêtes électorales, même hécatombe en 2017. L'avantage, quand on est complètement défait, c'est qu'il y a tout à reconstruire. Et donc là, il faut effectivement que le Parti socialiste prenne le temps de la reconstruction. Pour cela, il a besoin de nouvelles générations, ça a été dit, mais il a besoin aussi d'expérience. On ne peut pas partir simplement de rien et de tout ce nouveau. Même En Marche, qui s'est construit en un rien de temps, de rien, a pris des gens d'expérience, Gérard Collomb, Richard Ferrand, voilà. Et donc le Parti socialiste fait appel effectivement à ces piliers qui joueront le rôle qu'ils joueront. Je ne pense pas que Lionel Jospin ou même François Hollande vont jouer un rôle de tout premier plan, mais ils ont contribué à une reconstruction sur la base d'un certain nombre d'idées, de perspectives, et la nouvelle génération du Parti socialiste, dont le premier secrétaire par exemple également, Olivier Faure, vont contribuer à remettre sur pied cette maison qui est quand même très ancienne. Le Parti socialiste en tant que tel, né en 1971, mais est beaucoup plus ancien que cela. On peut remonter à Léon Blum, à Jean Jaurès, pour ses antécédents. Et donc tout cela va reconstruire une histoire qui est à écrire. Vous parliez des idées. Qu'est-ce que les socialistes apportent très concrètement dans le débat d'idées aujourd'hui? Quelles sont les idées qu'on peut vraiment attribuer, j'allais dire, uniquement au Parti socialiste? Je crois que le Parti socialiste nourrit une volonté de justice sociale, de justice fiscale, par exemple. C'est vrai que c'est un peu le lot commun de la gauche, mais dans un souci également de construction, c'est-à-dire pas simplement de déconstruction. J'entends les voix de la France insoumise, notamment, qui sont plutôt dans la déconstruction, qui sont plutôt, à mon sens, plutôt dans la déconstruction. C'est-à-dire qu'ils critiquent, c'est très bien, il faut s'opposer, mais sans faisabilité d'un programme de gouvernement derrière. Voilà, j'en viens à ce mot, là on parle souvent de la gauche de gouvernement. Ce qui identifie le Parti socialiste, c'est qu'il est sur un emplacement de l'échiquier politique qui lui permet de rallier à la fois par ses idées la gauche de l'électorat, mais également par son âme plus gouvernementale, un centre
qui fait en France la construction des gouvernements et permet effectivement de voir plus loin que simplement une volonté critique et une pure idéologie qui est très bien, dont il faut se nourrir. Mais l'idéologie est utopique. Il faut également des éléments concrets, des éléments quotidiens pour nourrir un gouvernement sur le long terme. Et il faut une incarnation. Je voudrais juste vous reciter une phrase de Martine Aubry. Il faut d'abord travailler et quand on aura travaillé, on verra la meilleure personne capable d'incarner ses idées. Est-ce que la meilleure personne, ce serait Bernard Cazeneuve? Est-ce que c'est finalement ça qui s'est un peu joué hier au sein du Parti socialiste? Je pense que Bernard Cazeneuve est la personne qui, aujourd'hui, incarne le mieux le futur du Parti socialiste. Parce qu'il a l'expérience, il n'est pas complètement noirci par le quinquennat précédent, contrairement à d'autres personnalités. Il a une légitimité, il a un avantage, c'est qu'il n'a jamais été battu à une élection, puisqu'il a décidé de ne pas se présenter en 2017. Alors d'autres, ses opposants diront, ses critiques, qu'il manque de courage. Mais je crois que dans la conjoncture actuelle, c'est un avantage. Et il peut effectivement s'imposer au sein du Parti socialiste. Après, il ne pourra pas tout faire seul. Même François Mitterrand, lorsqu'il a fondé le Parti socialiste, il était entouré d'une première garde, d'une deuxième garde. Et autour de Bernard Cazeneuve, il y a aujourd'hui un certain nombre de personnes, dont Patrick Kanner, qui était à l'initiative de cette rencontre de hier soir, président du groupe socialiste au Sénat, le premier groupe de gauche dans le Parlement d'aujourd'hui, parce que tous les groupes de gauche confondus, Assemblée nationale et Sénat, le premier groupe de gauche, c'est le Parti socialiste, le groupe socialiste au Sénat. Ce qui n'est pas rien, parce que c'est quand même assez rare. D'habitude, même lorsque le Parti socialiste est dans l'opposition, l'Assemblée est toujours devant le Sénat, parce que comme l'Assemblée, il y a plus de parlementaires, c'est assez logique. Là, la déconfiture de 2017 a été telle qu'ils sont réduits à peau de chagrin, et donc le groupe socialiste au Sénat a véritablement un rôle à jouer, et son président, évidemment, également. Vous me parlez de Bernard Cazeneuve, de Patrick Kanner, on est quand même très loin de Raphaël Glucksmann. Le PS se cherche. Une incarnation. Le Parti socialiste se cherche, bien évidemment. Raphaël Glucksmann n'était pas au Parti socialiste. Il a été effectivement investi par les militants socialistes pour conduire la liste à laquelle s'est rallié le Parti socialiste, Envie d'Europe, mais Raphaël Glucksmann a toujours dit qu'il n'était pas au Parti socialiste, qu'il en était proche, mais voilà. Et maintenant, Raphaël Glucksmann est député européen. Je ne crois pas qu'il a été question à un quelconque instant qu'il soit la voix du Parti socialiste demain sur le long terme, 2022, 2027, et la reconstruction du socialisme d'aujourd'hui. Et vous l'avez vu, Jean-Sébastien Ferjou nous a rejoint. Bienvenue, directeur d'Atlantico. On revenait sur ce rendez-vous des socialistes hier, ce rendez-vous très politique où on a vu tous les ténors du PS, plutôt les anciens d'ailleurs, qui en gros nous disent le PS n'est pas mort. On peut y croire ? Il n'est pas mort, en tout cas, comme cartel électoral. Le PS continue à avoir un certain nombre d'élus au Sénat ou dans beaucoup de collectivités territoriales. Donc, de ce point de vue-là, oui, il continue à exister. Paradoxalement, il peut continuer à exister peut-être plus que certains partis plus récents, qui sont plus médiatiques ou plus visibles dans des élections telles que les européennes, mais moins ancrés dans le territoire. En revanche, le Parti socialiste peut toujours réfléchir sur la personnalité qu'il aurait intérêt à mettre en avant. On en parlait justement, Bernard Cazeneuve. Ou un retour éventuel de François Hollande, ça ne règle pas la question centrale pour lui, qui est d'avoir un discours adapté au monde d'aujourd'hui. Et le Parti socialiste, comme du reste les Républicains, se sont assez largement effondrés, faute d'avoir un discours économique et social qui paraisse capable d'être en adéquation avec les préoccupations des Français aujourd'hui. Donc on peut toujours dire, répéter comme un mantra que la social-démocratie n'est pas morte ou que le socialisme n'est pas mort. Peu importe, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de propositions convaincantes, parce que les propositions, elles existent. Dans les faits, le Parti socialiste est capable d'énoncer un programme, mais de propositions convaincantes aux yeux des Français, qui permettent aux Français d'ailleurs de penser que ça serait différent de ce que fait Emmanuel Macron. Parce que la force d'Emmanuel Macron, peut-être sa faiblesse aussi, c'est que d'une certaine manière, ça donne l'impression aux électeurs qu'il est l'incarnation de ce que finalement les uns et les autres faisaient bon an, mal an avant, en l'habillant à des couleurs différentes, plus de gauche pour le Parti socialiste ou plus de droite pour les Républicains. Mais personne n'a l'impression en l'état que le Parti socialiste est capable de tenir
un discours différent sur l'état du monde d'aujourd'hui. Autre thème à aborder avec vous ce soir, l'affaire Benalla. 1 an tout juste que cette affaire a éclaté dans le journal Le Monde. C'était le 18 juillet 2018. 1 an de rebondissement, un vrai feuilleton politico-judiciaire qui marquera très clairement le quinquennat Macron. Et des révélations, il y en a encore, presque chaque mois. La dernière, c'est celle du Parisien. Un rapport d'expertise montrerait qu'Alexandre Benalla a fait des recherches sur Internet pour se fabriquer un brassard une semaine avant la manifestation du 1er mai. Alors son avocate nie en bloc ces accusations. Un premier anniversaire qui intervient alors qu'on sort à peine de l'affaire François de Rugy. Qu'est-ce que cela dit de ce quinquennat? Olivier Faure, justement, premier secrétaire du PS, nous livre sa conclusion sans appel. C'était sur France Inter ce matin. Ça nous dit quelque chose de ce syndrome de la toute-puissance, de ces gens qui, d'Alexandre Benalla à François de Rugy, pensent que parce qu'ils sont le nouveau monde, parce que rien ne s'est fait avant eux et que tout commence avec eux, que les Français leur ont donné le pouvoir, ils ont la possibilité de ne plus avoir de limites. Et ça donne en fait des comportements au pouvoir qui sont absurdes. Jean-Philippe de Rosier, 1 an après Benalla, quelques jours après l'affaire François de Rugy, c'est aussi la conclusion que vous tireriez? Oui, on a effectivement un sentiment de toute puissance de ce gouvernement et de cette nouvelle majorité, que rien ne les atteint. Je pense que l'affaire Benalla part de là, si vous voulez. Le 1er mai, effectivement, un collaborateur du président de la République commet des faits particulièrement répréhensibles et il ne se fait pas éjecter du jour au lendemain comme cela aurait dû être le cas. Et il y a des précédents qui se sont fait éjecter pour bien moins que ça. Parce que, je pense, ils avaient sans doute un sentiment presque d'impunité et de toute puissance. En revanche, je pense qu'il faut bien resituer le contexte. Monsieur Benalla, pardonnez-moi d'avoir des propos peut-être un peu crus, mais n'a aucune importance. C'est en revanche l'affaire, c'est-à-dire tout ce que cela révèle derrière. Et je crois qu'on a là véritablement un élément déclencheur. Le tournant du quinquennat est de ce 18 juillet 2018. C'est à ce moment-là que l'euphorie de la première année de la lune de miel avec Emmanuel Macron, qui avait véritablement insufflé quelque chose de nouveau dans le paysage politique, qui avait presque su redonner confiance aux Français, et qui avait été atteint dès les premiers jours. On se souvient de l'affaire Bayrou, etc. Mais je crois que de cela, il s'était bien sorti. L'affaire Benalla a véritablement transformé les choses, et les Gilets jaunes ne sont pas liés à Benalla. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu Benalla, peut-être que la crise des Gilets jaunes ne se serait pas ainsi implantée et ainsi perdurée, que tout ça forme un tout et que l'élément déclencheur, c'est ces révélations. C'est le 1er mai, bien sûr, mais surtout les révélations, l'éclatement de l'affaire le 18 juillet 2018. Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Ferjou? Mais pas exactement, parce que moi je pense que l'affaire Benalla, elle était un tournant pour les gens qui ont cru à Emmanuel Macron, mais pas pour les autres. Les APL, c'était bien avant, l'affaire du général de Villiers, c'était bien avant, et finalement ceux qui sont devenus gilets jaunes, c'est pas l'affaire Benalla qui les a particulièrement préoccupés, pas plus probablement que l'affaire Rugy en soi. Ça les agace en plus par rapport aux efforts qu'on leur demande à eux, mais la demande politique première, elle reste que de changer le système, pas forcément sur les comportements de X ou X. Moi, je pense que l'affaire Benalla a été très symbolique d'autre chose. C'était une espèce de rébellion de l'État ou de l'État profond, ou de l'administration peut-être contre Emmanuel Macron. On l'a vu, Emmanuel Macron, dans sa première année, s'est mis à dos beaucoup de gens. Il l'a fait avec l'armée, puisque les plaies ne sont toujours d'ailleurs pas si bien refermées que ça après la fameuse affaire du général de Villiers. Il l'a fait avec les préfets. Les préfets ont très mal vécu l'épisode du préfet de Lyon qui avait été limogé après le terroriste, vous savez, puisqu'il n'avait pas il était responsable de la mise en rétention sur le papier, en tout cas, du terroriste qui avait attaqué de jeunes femmes et tué d'ailleurs à la gare Saint-Charles à Marseille. Bref, Emmanuel Macron, peut-être par ce sentiment de toute puissance pour le coup que vous décriviez, s'est mis à dos la structure de l'État. Mais il y a deux histoires parallèles. L'affaire Benalla, elle a marqué un tournant pour les journalistes, elle a marqué un tournant pour peut-être une sociologie qui croyait plus à Emmanuel Macron. Le fait de croire en Emmanuel Macron, d'avoir repris confiance en l'avenir, c'était pas la France dans son ensemble. La France des Gilets jaunes, je pense pas que l'affaire Benalla l'ait beaucoup préoccupée. La France des Gilets jaunes, c'était de toute façon les mesures sur le pouvoir d'achat. Le fameux 1er mai dont on parlait, Emmanuel Macron, souvenez-vous-en, était, si je me souviens bien, en Australie, débarquait d'un avion et sur la une de Forbes, il avait donné une interview dans laquelle il disait stop à l'exit tax. Donc de toute façon, c'était tout le président des riches, cette thématique-là, elle existait avant
Alexandre Benalla. Ce sont deux choses parallèles qui coexistent, même si incontestablement ça a été un tournant. Et puis c'est le dernier thème de ce match, le premier dossier compliqué pour Elisabeth Borne, peut-être son premier raté en tant que double ministre des Transports et de la Transition écologique, la suspension du train entre Perpignan et Rungis jusqu'au 1er novembre. Il roulait à vide depuis quelques jours. Pourquoi ? Eh bien parce que les primeurs dont les marchandises viennent d'Espagne et du Maroc lui ont préféré les camions routiers. Il faut dire que la ligne n'a pas été entretenue, que le matériel est vétuste. Elisabeth Borne met en cause les politiques qui l'ont précédée. Elle a répondu à Tam Tranui tout à l'heure, juste après les questions gouvernement au Sénat. Moi, j'ai été saisie au mois de mai, vous savez, sur la situation de ce train Perpignan-Rungis. J'ai immédiatement organisé une réunion à mon ministère pour dire très clairement que moi, je ne veux pas que les marchandises passent du rail à la route. Je veux qu'on trouve une solution et puis préparer une solution pérenne parce que je crois que tout le monde souhaite effectivement que cette desserte, cette liaison entre Perpignan et Rungis, elle se fasse par le fret ferroviaire. Jean-Philippe de Rosier, est-ce qu'il faut y voir un premier petit faux pas de la double ministre de l'écologie et des transports, ou effectivement c'est plutôt lié à des politiques qui ont eu lieu avant elle ? Je ne pense pas que c'est un premier faux pas en tant que double ministre, parce que ça échoue à la ministre des Transports, qu'elle était déjà avant. Hein, et donc, effectivement, je pense que c'est de sa responsabilité ou peut-être co-responsabilité. Sans doute que si les lignes sont vétustes, elles ne le sont pas devenues après le mois de mai 2017, elles le sont depuis un certain temps, mais elle est néanmoins ministre depuis le mois de mai 2017 et donc elle aurait eu 2 ans pour s'en occuper, pour se saisir du dossier. Et elle dit elle-même qu'elle s'en est saisie qu'à partir du mois de mai 2019. Donc ça veut bien dire que pendant 2 ans, elle ne s'est occupée de rien et que si par conséquent elles ne sont pas devenues vétustes entre le mois de mai 2017 et maintenant, elle aurait pu s'en saisir au préalable. Et effectivement, je pense que il est essentiel à cette heure de l'écologie de préférer le train, pour reprendre un petit peu ce slogan, à la route, notamment aux camions. Il y a une autre solution qui consiste également à charger les camions sur le train. C'est notamment quelque chose qui est très développé dans des pays protecteurs de l'environnement comme en Suisse, où les camions d'ailleurs ne peuvent pas circuler pour les causes de montagne. Et donc tout cela sont des éléments qu'elle aurait pu et qu'elle aurait dû défendre pendant les 2 premières années de ses fonctions en tant que ministre des Transports. Jean-Sébastien Ferjot. Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, elle hérite d'une situation qui dépasse de très loin son bilan, comme vous le soulignez. Les lignes ne sont pas devenues vétustes en l'espace de 2 ans. Donc bien sûr que nous payons tous d'ailleurs le prix d'un certain nombre de comportements ou de mots extrêmement français. Parce que pourquoi est-ce que les producteurs de légumes ont fait ce choix-là ? Ils ont fait ce choix aussi parce qu'il n'y a pas de garantie de circulation sur cette ligne-là, précisément parce qu'il y a eu une ambiguïté sur le fait que ce genre de ligne-là puisse être restée ouverte ou pas. Alors là, il y a une responsabilité politique, parce que assurer la visibilité et la sécurité, c'est une responsabilité politique bien plus importante que de vouloir faire du symbole, d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, en disant regardez à quel point je suis vert ou écologiste. Assurer la stabilité, c'est ce qui permet aux acteurs économiques de déterminer leur comportement à l'avance. Ça a été aussi parce qu'il y a eu un certain nombre de conflits à l'occasion de la réforme de la SNCF qui ont fait que pour ces producteurs-là, ils ne peuvent pas se permettre de prendre le risque de trains qui ne circulent pas. Donc tout ça, à un moment, il faut choisir. Et Elisabeth Borne, en quelque sorte, elle ne tranche pas, mais parce que la France, de manière générale, ne tranche pas, et que la Macronie, on peut dire que c'est du en même temps, ou on peut aussi dire que le en même temps, c'est surtout l'absence de capacité à créer une vraie synthèse ou à prendre une décision une fois pour toutes. Si on veut aller vers un modèle à la Suisse qui, effectivement, me paraît une bonne idée économique et une bonne idée pour l'environnement, mais faisons-le vraiment. Elle ne peut pas dire « je ne veux pas que les camions circulent ». Mais à un moment, il faut décider. Soit on nationalise le secteur si elle a envie de s'amuser à nationaliser le transport de fruits et légumes, soit l'État crée les conditions pour que précisément les acteurs économiques aient une visibilité sur. Mais là, demander à des producteurs de dire employer une liste vétuste qui potentiellement va aller moins vite, qui va moins bien circuler et qui nous donne moins de garanties, non, pardon, mais les producteurs économiques ne sont pas là juste pour assurer le destin des ministres. Et on ne peut pas toujours dire c'est pas moi, c'est les autres. Au bout d'un moment, au début d'un quinquennat, évidemment, on hérite d'une situation. Mais là, ça fait 2 ans. 2 ans après, on arrive à ce qu'on va appeler la mi-mandat. Bon, au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées, le dernier de cette saison. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année. J'espère qu'on vous retrouvera au mois de septembre avec nous dans OVPL. On va plus loin, qui continue avec notre grand débat. #OVPL pour réagir sur Twitter. On va revenir sur le dossier du jour, la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye a remis ses propositions au Premier ministre après 18 mois de concertation. On va bien vers un régime universel. Certains vont y gagner, d'autres y perdre. Était-ce inévitable ? On ouvre le débat avec nos invités juste après les explications de Samia Dechir.
Après 18 mois de consultation, les partenaires sociaux étaient déjà au parfum de la réforme des retraites voulue par Jean-Paul Delevoye. Mais cette fois, le haut-commissaire, accompagné de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, leur a officiellement remis son rapport. Des propositions pour un système de retraite universel, conforme aux attentes du patronat. Pratiquement tous les sujets sont posés sur la table avec des propositions, tout n'est pas complètement chiffré. Donc on salue d'abord l'ampleur de la réforme. En 2025, les 42 régimes de retraite existants laisseront place à un système universel par points. Officiellement, l'âge légal de départ reste fixé à 62 ans, mais pour avoir une retraite à taux plein, il faudra attendre 64 ans, l'âge pivot proposé par Jean-Paul Delevoye. Une façon déguisée de repousser l'âge de départ, estiment les syndicats. C'est l'enfumage de M. Delevoye, de fait. Pour essayer de vivre à peu près, il faudra partir à 64 ans ou 65 ans ou plus. Ça dépend à quel âge on a commencé sa carrière. Après 2 heures d'échange avec les partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye a ensuite remis son rapport à Édouard Philippe. Dans un communiqué, le Premier ministre apprenait la concertation de toutes les parties. Il a ainsi été demandé à Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye d'engager dès la semaine prochaine une première phase d'écoute des réactions des organisations syndicales et patronales sur les préconisations du haut-commissaire. Écoute ne veut pas dire négociation, mais les syndicats comptent bien monter au créneau. La réforme des retraites, qui doit être présentée en novembre au Conseil des ministres, pourrait bien allumer un nouveau feu sur le front social à l'automne prochain. Avec nous pour le grand débat d'OVPL ce soir, Martin Lévrier, bonsoir, sénateur La République En Marche des Yvelines. François Calfon, bienvenue, bonsoir. Conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du PS. Agnès Verdi-Molinier, bienvenue, présidente de la fondation IFRAP, auteur de En Marche vers l'immobilisme. Et Benjamin Hamar, bonsoir, responsable de la politique revendicative de la CGT Val-de-Marne. Merci à tous les quatre. Ça y est, Jean-Paul Delevoye a donc rendu sa copie. Elle servira de base à l'exécutif. Ce n'est pas un texte définitif, on le précise bien pour nos téléspectateurs, mais en gros, on a quand même le sens général de la réforme. François Calfon, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, déjà, il y a une promesse de campagne qui n'a pas été tenue, c'est-à-dire le maintien de la retraite à 62 ans. Tout le monde a bien compris que si on veut une retraite à taux plein, il faudrait travailler jusqu'à 64. La deuxième chose quand même, parce que ça fait un peu litanie des saints, la vérité c'est que les seniors en emploi, c'est la double peine d'une certaine manière. C'est beaucoup plus dur à l'UNEDIC, ils vont sortir, les conditions d'indemnisation sans les partenaires sociaux vont leur rendre la vie impossible. Et puis, l'âge d'accès réel à la retraite à taux plein est bien plus tardif. Ensuite, à titre personnel, moi je suis plutôt favorable à l'idée d'un régime universel, dès lors qu'il est équitable, même si ce n'est pas une sorte d'alpha et d'oméga finalement libéral, si j'ai envie de dire. Mais la réalité qui nous est proposée, c'est quand même plutôt une régression, avec y compris cette notion d'âge pivot qui ne fonctionne pas. Si on veut finalement, parce qu'il y a déjà une différence entre l'âge effectif de départ en retraite et l'âge légal, bien à ce moment-là, on peut commencer dès 62 ans, et voire avant, à majorer finalement l'accès à la retraite des uns et des autres. Voilà, j'espère que les remarques des organisations syndicales, des plus opposés aux plus démocratiques, seront entendues. Bon, Delevoye joue le jeu, mais on voit bien qu'il y a une espèce de théâtre d'ombre entre le gouvernement et Delevoye. Et on va laisser répondre Martin Lévrier, puisqu'effectivement les critiques enfumage pour Philippe Martinez, tour de passe-passe pour Olivier Faure sur cette question des 62 et des 64 ans. Vous n'avez pas parlé du MEDEF ni de la CFDT. C'est vrai, qui sont ravis de la réforme. Ravis, je ne sais pas si le mot, je sais pas si le mot est ravi, mais en tout cas qui sont dans cette démarche et qui travaillent depuis longtemps avec Jean-Paul Delevoye, et ça on l'a vu, vous l'avez redit, mais je crois que la concertation dans ce débat a été très très important, est essentielle et continue. 18 mois et continue maintenant. Bon, vous l'avez dit vous-même, pour l'instant ce n'est qu'un rapport, des préconisations, donc il va y avoir de nouveau des concertations. Donc moi ça me paraît très important quand on dit que quand on parle de l'âge pivot de la retraite et l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui c'est déjà le cas. L'âge de départ à la retraite est 62 ans, mais toucher sa retraite minimale même quand vous avez le trimestre, c'est pas 62 ans, il y a une décote déjà. Donc annoncer qu'à 64 ans sera le taux fixe et le taux plein et qu'ensuite il y aura décote ou surcote ne me pose pas aucun problème, sachant en plus que l'âge de départ à la retraite aujourd'hui moyen est de quasiment 64 ans. Benjamin Hamar. Sur cette grande bataille des retraites dont nous vivons aujourd'hui un épisode. Je rappelle seulement que le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres à l'automne et comme de manière très étonnante, visiblement, le vote aura lieu après les municipales, ce qui d'emblée est très étonnant. Si cette réforme est si formidable, si juste, si universelle, si elle lave plus blanc que blanc,
Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas lieu avant les élections municipales? Peut-être parce que le gouvernement a très peur qu'on comprenne rapidement que c'est une réforme particulièrement scélérate et qu'il en paye un coût politique. Maintenant, vous savez, sur tout débat, moi, sur la réforme des retraites, je rappelle un chiffre, un seul. Le niveau médian de la retraite en France, ce que touche un retraité sur deux, aujourd'hui, dans le système actuel, qu'on nous présente comme le pays de cocagne, c'est 1 200 €. En France, un retraité sur deux touche moins de 1 200 €. Et on vous présente ce système comme tellement coûteux, tellement généreux, qu'il faudrait effectivement lui proposer un régime d'ascèse. Donc, ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement, c'est une réforme scélérate à 2 étages. D'abord, la retraite par points, on va y revenir, et ensuite une réforme paramétrique sur la fameuse histoire de l'âge pivot. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, en 2017, avait dit on ne fera pas de réforme paramétrique sur le dos des retraités. C'est une manière, c'est un passe-passe à la Houdini pour obliger, on y reviendra, les gens à travailler plus longtemps. La mobilisation sociale, la rentrée sociale, elle va être caliente, je vous le dis. Cette question des points, Agnès Verdier-Molinier, elle est très intéressante parce qu'effectivement, certains disent que quand on demandera à l'État de faire des économies, ce qui est le cas quand même régulièrement, on baissera la valeur de ce point. Écoutez, je crois qu'il faut d'abord se poser la question de est-ce qu'il faut travailler plus longtemps? Et la réponse est oui, contrairement à ce qui a été dit précédemment. Il faut travailler plus longtemps parce que tout simplement, il y a un allongement de la durée de vie, qu'on est avec des actifs qui financent de plus en plus de retraités et qu'à un moment, ça ne tient pas. Si on veut conserver des retraites qui sont vraiment payées, il faut travailler plus longtemps. Alors, l'âge pivot à 64 ans ou l'âge d'équilibre, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, c'est un petit pas en avant parce qu'en fait, tous les pays qui sont autour, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans ces émissions, sont déjà à 65 ans. Les Allemands sont déjà à 65 ans. Ils vont aller à 67 ans en 2029 ou en 2030. Beaucoup de pays ont déjà fait les efforts de repousser l'âge légal. Et je pense que plutôt que de choisir un âge pivot qui, à mon avis, complexifie, parce que d'un côté, c'est vrai qu'on dit on garde 62 ans et de l'autre côté, on dit on va avoir cet âge pivot, il vaudrait mieux repousser à 64 ans, tout simplement. Et ça fait beaucoup plus d'économies. Parce que vous avez l'air de dire là qu'il ne faut pas faire d'économies. Mais bien sûr qu'il faut faire des économies. Parce que si on veut derrière baisser le poids de la fiscalité qui est le plus élevé en France par rapport à tous les autres pays d'Europe, et c'est aussi lié au fait que nos retraites sont très chères, eh bien, il faut faire cet effort d'arriver à baisser le poids finalement de nos retraites dans la richesse nationale. Et ça, c'est inéluctable. Vous savez que d'ores et déjà, on sait qu'en 2022, on sera en déficit de 5 à 10 milliards d'euros sur les pensions et qu'on va rester en déficit jusqu'en 2042. C'est le comité de suivi des retraites et le conseil d'orientation des retraites qui le disent. Donc, tout le monde veut intervenir. Alors, laissez-vous la parole tranquillement. D'abord, Agnès Verdier n'a pas dit pourquoi finalement il y avait un effet pervers au passage sur la retraite à points. C'est parce que les fonctionnaires le comprendront très bien. C'est à la main de l'État de geler le point. On dit aujourd'hui le taux de remplacement sera formidable. Pardon monsieur, on dit aujourd'hui. Mais tous les fonctionnaires savent que depuis 6 ans, le point d'indice de la fonction publique est gelé et ça se passera exact. La variable qui sera faite une fois qu'on a fait la réforme structurelle, ça se passera. Oui, mais le rapport de Delevoye, c'est pas lui qui gouverne. Ça se passera de cette façon-là quand les choses sont faites. Deuxième remarque. Essayez de prendre la parole de manière concise pour laisser les autres répondre, s'il vous plaît. Des choses importantes. Deuxième remarque extrêmement importante avec cette affaire d'âge pivot. La pénibilité, elle est passée sous la table. Parce que c'est l'âge pivot pour tout le monde. Nous, on avait fait un dispositif avec les organisations. C'est tant mieux. C'est vrai que vous êtes du côté de ceux qui considèrent que la pénibilité n'existe pas. Alors, Martin Lévrier, peut-être. Et celle de celui qui travaille dans un champ n'est pas la même. Martin Lévrier pour répondre. Quand on regarde la télévision, quand tout le monde se parle en même temps, c'est insupportable. Donc ici, on a l'habitude, je suis désolé de le répéter, je fais le rôle du journaliste, mais j'aimerais bien aller sur le fond. Sur le fond, moi, je parle du rapport et non pas de ce qu'on imagine. Et quand vous dites la valeur du point sera à la main du gouvernement, ce n'est pas du tout ce qui est annoncé dans le rapport. Oui. Donc parlons de ce qui est annoncé et n'inventons pas ce qui pourrait l'être et qui ne le sera pas. Le deuxième point, non, je travaille. Le deuxième point, et je ne raconte pas des histoires. Le deuxième point, et on n'en parle pas, on parle que de ça, mais c'est quand même une logique d'équité qui me paraît essentielle aujourd'hui, qui a été perdue dans le système de retraite, qui est devenu un millefeuille, à coup de mesures paramétriques. Aujourd'hui, 42 caisses de retraite. 42 caisses avec des inégalités patentes entre les différentes caisses. Et parfois,
des histoires racontées où on explique que les fonctionnaires, parce qu'ils on cotise sur leurs 6 derniers mois, ont plus de retraite que le privé, ce qui n'est pas vrai. Bien sûr qu'ils ont plus ce de qui n'est pas retraite. vrai. Ce qui n'est pas vrai. Je suis désolée, vous travaillez, mais sûrement pas assez pour avoir les bons chiffres. Parce que oui, mais justement, on va laisser terminer Martin Lévrier et ensuite ce sera Benjamin Hamar. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Martin Lévrier. Non, mais j'ai été coupé. Ouais. Et alors, le deuxième point, c'est quand même, quand on parle de la valeur du point, c'est quand même une logique d'équité. C'est lié au salaire qu'on touche une retraite et il n'y a rien de choquant là-dedans et c'est quand même beaucoup plus équitable que ce qui se passe aujourd'hui. Et avec des grandes garanties pour les gens qui sont précaires, qui vont avoir une retraite beaucoup mieux calculée, qui sera plus importante, une retraite minimale qui est bien supérieure à ce qui est proposé actuellement. Donc je suis désolé, il y a des mesures sociales énormes dans cette logique de retraite qui paraissent essentielles. Benjamin Hamar, de manière concise, tous, s'il vous plaît. Il y a autant de mesures sociales dans cette réforme qu'il y a de cheveux sur mon crâne, monsieur. Je suis désolé de vous le dire. Alors, en 2 points. La première chose, c'est la question du financement. D'abord, c'est parce que finalement, ce que vient d'évoquer Agnès Verdier-Molinier, c'est la question du financement. Avec ce réflexe qu'ont les libéraux quand ils nous parlent de la réforme des retraites, de nous pousser des cris de Vestal outragés sur on ne peut plus le payer, on ne peut plus le financer, etc. Écoutez, c'est très amusant. C'est très amusant de poser les choses comme ça. Dans un pays où, depuis 30 ans, les dividendes aux actionnaires ont augmenté 7 fois plus vite que les salaires. C'est amusant de présenter. Vous avez vu, je ne vous ai pas coupé la parole. Je vous ai pas coupé la parole. Ah ben voilà. Donc, je vous ai laissé dire vos choses. Tranquillement, je vais dire. Allons-y, avançons. Le temps file. La deuxième question, c'est que je vous rappelle qu'on dépense, là, cette année, il y a 40 milliards de CICE, dont 20 milliards en exonération de cotisation. Si on prenait cet argent qu'on distribue pour baffrer les dividendes aux actionnaires, si on l'utilisait pour financer la réforme des retraites, ce serait pas une mauvaise idée. La deuxième chose, vous savez, c'est comme dans le roman 1984 de George Orwell. Chez les libéraux, et dans la Macronie, c'est également le cas, eh bien, on se rend compte que les mots signifient l'inverse de ce qu'ils veulent dire. L'égalité dans la bouche du gouvernement et de la majorité, c'est de dire précarité pour tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde va effectivement avoir des sacrifices. Alors, si vous permettez, je vais intervenir un tout petit peu parce qu'il y a un problème à résoudre et je vais vous interroger là-dessus, Martin Lévrier, avant de nous pousser à travailler tous plus longtemps, c'est le chômage des seniors. Et je voudrais qu'on revoie les chiffres donnés par le ministère du Travail. 52% des Français qui ont entre 55 et 64 ans travail. Si on regarde dans le détail, ça donne un taux d'emploi des 55-59 ans d'environ 70% d'actifs. En revanche, chez les 60-64 ans, on est clairement en dessous de la moyenne européenne, 29% de taux d'emploi contre 40% pour le reste de l'Europe. Le chômage des seniors, c'est un point que ne règle pas ce texte. C'est Philippe Martinez qui l'a expliqué lui-même à Jean-Paul Delevoye. On l'écoute et je vous fais réagir juste après Martin Lévrier. Je lui ai posé la question, pourquoi vous n'évoquez pas le fait qu'aujourd'hui, 57% des salariés arrivent à l'âge de la retraite sans emploi. Si on les mettait au boulot parce qu'ils veulent travailler, ça ferait des cotisations supplémentaires et ça permettrait, y compris, d'éradiquer la pauvreté pour un certain nombre de chômeurs de longue durée qui sont sans ressources. Ça, c'est un vrai sujet, Martin Lévrier. C'est un vrai sujet, mais ce n'est pas le sujet du régime des retraites. C'est le sujet qui est abordé, et je vous rappelle que ça a été dit par la ministre, par Mme Pénicaud, il y a moins de 15 jours, que dans le cadre des nouvelles négociations demandées aux partenaires sociaux, sur l'assurance chômage, on devait aborder le sujet des seniors. Ça relève, je suis désolé, l'embauche des seniors relève de l'emploi, relève des entreprises, relève d'un certain nombre de paramètres économiques, mais qui ne sont pas les retraites. Je suis désolé. Agnès Verdier-Molinier. Non, mais par hasard, et on ne le dit pas dans le reportage, ce sont les pays qui ont déjà repoussé l'âge de départ à la retraite qui ont un meilleur taux d'emploi pour les seniors. C'est pas corrélé. Alors comment on l'explique ? Plus on va repousser l'âge de départ à la retraite, plus on aura des seniors en emploi. Et plus on va faciliter aussi. C'est dans le monde des bisounours, et plus on va faciliter, merci de me laisser finir, et c'est d'ailleurs dans le rapport, et c'est d'ailleurs une demande qu'on a fait depuis longtemps à la Fondation IFRAP, c'est-à-dire que les retraités qui continuent à travailler alors qu'ils touchent leur pension, continuent de cotiser, mais ils n'ont droit à rien en face. Et bien là, on va déboucher sur l'idée qu'ils auront des droits à pension supplémentaires, mais ça va inciter aussi les seniors qui ont déjà pris leur retraite à continuer à travailler, et c'est très bien pour le système. Mais la vérité... donc à un moment, il faut aussi se dire qu'on n'est pas vieux à 62 ans, on n'a pas l'âge de prendre la retraite finalement à 62 ans. Il faut revenir sur terre. Si on a cette optique-là, et si les employeurs aussi ont cette optique-là, et si les RH, ceux qui gèrent les ressources humaines, sont dans cette optique-là, on aura un meilleur emploi des seniors. La vérité, c'est que quand on regarde l'ensemble des plans sociaux, des plans de départ volontaires,
c'est d'abord des mesures d'âge. Hein. Et ça, le pays est dopé aux mesures d'âge. Alors, par ailleurs, je le dis en présence d'un représentant syndical, pendant très longtemps, quand ceux qui négociaient les plans, y compris du côté des salariés, disaient laissez les gars, on va faire des pré-retraites déguisées d'entreprise et elles ne trouveront pas de boulot. Si on a trop de plans sociaux, c'est aussi parce qu'on a un système qui est trop cher. Il faudrait que je termine mon propos. Hein. Donc le point, c'est qu'il y a quand même des deux régimes de solidarité qui finalement s'adressent aux quinquas qui sont censés, et sexagénaires qui sont censés être en emploi, l'assurance chômage, réduction des droits, hein, et de l'autre côté, l'accès à la retraite, beaucoup plus compliqué. Bon, excusez-moi du peu, le gouvernement a accepté de manière presque, j'allais dire, picrocolline, cette notion de bonus-malus. Je ne serai pas comme mon collègue, mais il est clair que quand vous avez des exonérations massives de cotisations sociales qui financent le régime des retraites ou qui financent le régime d'assurance chômage, et que vous êtes responsable des seniors en emploi, et que les entreprises n'embauchent pas, contrairement à ce que vous semblez dire, n'embauchent pas de seniors, pas de quinquas, et à 55 ans, c'est quasiment impossible d'être embauché. Est-ce que cette réforme n'est pas sujet à changer les états d'esprit Je ne vois pas, parce que moi, vous savez, j'étais fonctionnaire au ministère du Travail. Le premier plan, c'était un plan Larcher sur l'emploi des seniors, et le taux d'emploi, il n'a pratiquement pas augmenté. Et à l'époque, on faisait des grands colloques sur mais il faut changer culturellement. La vérité, alors attendez, Benjamin Hamar a attendu. Est-ce qu'on peut dire qui crée l'emploi? Ceux qui créent l'emploi, c'est les entreprises. J'entends des choses, des théorèmes à la cosinus incroyable. Donc là, on vient d'apprendre que la solution pour effectivement lutter contre le chômage endémique des seniors, c'est de les obliger à travailler plus longtemps. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Les médecins chez Molière, vous savez, ça va mal et ils vous font des saignées. Mais on marche sur la tête complètement. Je vous rappelle, c'est bien beau de nous dire que l'espérance de vie, elle progresse. Est-ce qu'on peut rappeler que l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue? C'est vrai ou pas? Non mais attendez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien c'est vrai. Voilà. En l'occurrence, vous savez, je vais vous dire, là aussi avec les libéraux, ce qu'on a, c'est retour vers le passé en permanence. Vous savez, avant 1981, et effectivement la retraite à 60 ans, on avait la retraite des morts. C'est-à-dire que les ouvriers, ils partaient à la retraite, et puis 1 ou 2 ans plus tard, ils mouraient. Finalement, ça va très bien aux libéraux. En quelques secondes, parce qu'après Martin Lévrier voudrait prendre la parole. À la RATP, aujourd'hui, on part à 55,7 ans, à la SNCF à 56 ans, et pour autant, on a une espérance de vie qui est plus longue en retraite que les autres salariés. Martin Lévrier. Donc, il faut peut-être arrêter aussi avec il faut peut-être arrêter avec ces trucs que vous répétez en permanence qui n'ont aucun fondement. Nous sommes au moins d'accord sur un point, c'est que c'est un système par répartition et que les Français y tiennent. Donc un système de solidarité. Qui dit répartition dit les actifs cotisent pour payer les pensions des retraités. Donc quand l'espérance de vie augmente, qu'il y a de plus en plus de personnes à la retraite et qu'il y a de moins en moins d'actifs, et aussi beaucoup de gens au chômage, il faut bien compenser. On parlait de finances tout à l'heure. Moi, je vous rappelle quand même que la réforme de Delevoye, depuis 2 ans, n'arrête pas de dire on n'est pas dans l'angoisse financière. C'est pas le sujet, pour une fois. On est sur une logique de PIB. On est sur une logique de 14% du PIB à peu près qui sert, il faut le dire aux Français aussi, 14% du PIB sert au financement des retraites. Et on est dans cette logique, donc il n'y a pas d'angoisse financière. Le corps, d'ailleurs, vous l'avez utilisé tout à l'heure, dit aujourd'hui risque de déficit, il parle à 70 ans. Il y a 2 ans, il disait exactement le contraire. Donc il faut quand même raison garder sur ces calculs-là. Il faut aller sur une logique d'équilibre, il faut retrouver des bons... Non, mais le système de répartition est un système très sécurisant, il ne faut pas l'oublier. Et donc si on demande à certains de cotiser pour d'autres qui ne cotisent plus, il faut tenir compte effectivement de l'allongement du travail. Je vous donne la parole dans un instant, mais c'est un texte qui veut tendre vers un régime universel. On a beaucoup entendu ce mot, donc vers la suppression des 42 régimes spéciaux, vous l'avez dit, Martin Lévrier. C'est justement ce qu'a préconisé la Cour des comptes dans un rapport publié il y a 3 jours, épinglant 3 régimes en particulier, celui de la SNCF, celui de la RATP et des industries électriques et gazières. Je vous donne juste quelques chiffres illustrant les spécificités de traitement. Les salariés du privé partent en moyenne à 63 ans à la retraite, les fonctionnaires dans leur ensemble à 61 ans, les agents de la SNCF à 56,9 ans, ceux de la RATP à 55,7 ans, les électriciens et gaziers à 57,7 ans. Ces spécificités, l'exécutif veut y mettre un terme. Agnès Buzyn l'a encore redit tout à l'heure lors des questions au gouvernement au Sénat. On l'écoute et je vous fais réagir après. Ce dont nous sommes convaincus aujourd'hui, c'est que demain, le système universel sera plus juste, puisqu'il ouvrira les mêmes droits pour tous. L'équité et la justice sont les 2 mots d'ordre de ce système universel des retraites. 1 euro cotisé vaudra la même chose pour les salariés, les fonctionnaires, les commerçants, les agriculteurs. Benjamin Hamar, c'est vrai qu'il y a des spécificités que les Français peut-être ont du mal à comprendre et qu'ils vivent comme des injustices. Alors dans ce cas-là, donc, ce qui est en train de se jouer là, je m'y attendais, on s'y attendait tous, c'est cheminot bashing épisode 2. Non, on a eu,
Je parle en général. Vous avez bien entendu Mme Verdier-Molinier tout à l'heure, tout de suite, RATP, SNCF. Ça va être parfait, ça. Ce que fait ce gouvernement depuis le début, c'est diviser pour mieux régner. Un jour, c'est les privés d'emploi, les privilégiés. Un jour, c'est les retraités. Un jour, c'est les cheminots. Un jour, c'est les salariés. Pour vous, il n'y a aucune inégalité, aucune spécificité qui pourrait créer des inégalités. En l'occurrence, il y a des régimes qui sont des conquêtes sociales. Moi, je déteste quand on brade les conquêtes sociales. Ce que font ces gens en permanence, c'est en réalité vous expliquer que vous êtes le privilégié du voisin. Et leur conception de ce qu'on appelle le système universel et juste, je vous le répète, c'est de la précarité, des droits en moins pour tout le monde. Et là, une fois qu'ils vous auront coupé les deux bras à tous, ils vous diront voilà, là c'est juste. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire des 14%, parce que ça, c'est très intéressant. Ben oui, on met en France 13,8% du PIB, effectivement, sur le financement des retraites. Mais est-ce qu'on doit rappeler l'argent incroyable que l'on produit dans ce pays, tellement important que chaque année, il y a 100 milliards d'évasion fiscale, tellement important qu'il y a 60 milliards... Mais attendez, on peut donner ces chiffres qui sont reconnus par tout le monde. C'est pas vrai, c'est un faux chiffre. Attendez, par contre, moi, je vous ai pas coupé la parole. Mais si on joue à ce jeu-là, vous ne pourrez plus placer une virgule. Mais non, allez-y. On vous laisse terminer. 57 milliards de dividendes aux actionnaires. La France est championne du monde. Ça en fait de l'argent. On pourrait donc, ce que nous proposons, nous, à la CGT, c'est d'augmenter de 0,0024 points la part salariale des cotisations et 0,0016 la part patronale. Voilà, enfin c'est l'inverse, pardon. C'est l'inverse. 0,0024 pour les patrons, 0,016 pour les salariés. En l'occurrence, ça représente quoi? Ça représente ça représente le prix de 1 à 3 cafés par mois. Ça fait 150 millions par an. Vous financez la retraite à 60 ans avec 75% du Voilà pour les solutions de la CGT. Il nous reste vraiment quelques minutes. Mais c'est complètement jouable. C'est une question de répartition des richesses. Martin Lévrier puis François Calfon. Et moi. Bien sûr, Agnès. En quelques mots, ce qui m'importe aussi dans le système de retraite, c'est qu'on s'inquiète des plus précaires. Et moi, je suis très étonné de ce que vous dites parce que vous n'en parlez jamais. Et dans les plus précaires, c'est tous les gens aujourd'hui, tous les actifs aujourd'hui, et c'est ce qui va arriver à tous les jeunes. La plupart du temps, ce ne sera pas un métier qu'ils auront, ces 2, 3, 4 métiers. Ils vont passer de salariés du privé à auto-entrepreneurs, à chômeurs, en repassant par... Et aujourd'hui, tout va mal pour eux. Donc il est temps de rétablir une équité pour cet ensemble et que tout le monde soit sur le même régime et pas qu'il y ait quelques privilégiés. C'est la conclusion pour chacun. La vérité, pas tout à fait, attendez. À peu près, mais la vérité c'est quand même que finalement entre ce que vous cotisez toute votre vie et ce que vous recevez, c'est peau de chagrin. Hein. Donc il ne faut pas laisser... Mais c'est peau de chagrin, bien sûr. Entre il y a 20 ans... Alors vous allez peut-être me laisser parler, monsieur le sachant, parce qu'il y a d'autres qui savent en face de vous. Ça me rassure. Oui, mais bien sûr. Allez-y, François Calfon. Je crois que l'arrogance de la République En Marche, ça suffit. Non, les idées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut arrêter de penser et de faire dire que les Français sont des privilégiés quand vous avez une majorité de femmes qui touchent, mais ça n'a pas l'air de vous atteindre, monsieur, moins de 1 000 euros de retraite par mois. Et 870. 870 très précisément. Donc l'égalité, monsieur, c'est que secteur par secteur, vous avez précarisé, vous avez osé précariser avec ce gouvernement et montrer à l'index ceux qui prétendument au chômage touchent plus que quand ils travaillent, alors que ça fait 2% des indemnisés sociaux. Et un cinquième. Tout à fait. Un cinquième, c'est du bullshit, monsieur. Pardon de vous le dire. Ça, c'est un autre sujet, là. Mais d'accord, mais c'est parce que... Chacun sa vérité, pas de bullshit. Mais votre vérité à vous, c'est la vérité, ça je suis d'accord, de l'opposition des uns aux autres, dans un système où, en réalité, il n'y a jamais de gagnant, sauf les 1% les plus riches que vous avez gavés. Quand on parle de solidarité, ça ne vous convient pas. Mais solidarité, demandez à M. Arnaud s'il la paye la solidarité. On laisse parler Agnès. Mais ça vous dérange pas. S'il vous plaît. Reprenons un peu de hauteur. Pourquoi est-ce que finalement certains syndicats vont être contre cette réforme? C'est parce qu'ils sont tellement attachés à des calculs de pension du côté de la fonction publique, du côté de la RATP, de la SNCF, j'en suis bien désolée, qui donnent des calculs de pension qui sont très différents de ce qu'on a dans le régime général. On l'a maintes fois montré à la Fondation IFRAP, je ne vais pas revenir là-dessus, on a fait tous les travaux économétriques qui vont bien. Et quand on regarde les écarts, on voit bien on comprend que les syndicats ne soient pas d'accord parce que c'est un peu aussi leurs adhérents qui sont derrière. Mais si on est honnête, et on se dit que si on veut une véritable équité, c'est-à-dire que pour 1 euro cotisé, il y ait le même droit à pension en face, c'est vrai qu'il faut réformer dans le fond. Et moi, ma crainte, c'est que les régimes spéciaux ne soient pas tout de suite concernés par la réforme parce qu'ils ont dit qu'ils allaient fermer
les régimes spéciaux. Et pour moi, la fermeture, c'est pas exactement la même phrase. Elle est pas collée au reste. Et ça mettra beaucoup plus de temps. Et donc, on va continuer à avoir des agents publics qui vont avoir des retraites à 3 700 € en moyenne ou 2 600 € en moyenne, comme le dit la Cour des comptes. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est la Cour des comptes qui le calcule. Et ça, c'est payé avec quoi? Avec 5,5 milliards de financement qui viennent des impôts des Français. Donc, à un moment, cette équité, elle doit être sur la table. Alors, moi, je vais vous dire, puisque vous nous avez prêté des intentions, il n'y a pas de problème. Vu que vous nous avez prêté des intentions sur, c'est nos adhérents qui sont derrière. D'abord, on défend autant le système du privé que celui du public. Mais vous, par contre, madame, je vais vous dire, en tant que lobby libéral, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de pousser à tout prix à la casse du système de répartition. Pourquoi? Pour que les salariés soient obligés à un moment de se tourner vers les retraites par capitalisation, parce que les grands groupes privés, ils sont à l'affût. Et les lobbies libéraux, comme l'IFRAP, qui ne portent d'institut de scientifique que le terme, que le mot, en réalité, un lobby libéral, il cherche à pousser à la retraite, à la capitalisation. Attendez, 30 secondes. La capitalisation, ça permet aussi de Martin Lévrier pour 30 secondes. Et c'est très bon pour l'économie. C'est intéressant ça. Au moins, c'est dit. Martin Lévrier, s'il vous plaît, juste pour le mot de conclusion. C'est un deuxième sujet, c'est un autre sujet. Il a été dit depuis le début que ça serait un système de répartition et qu'on n'y toucherait pas. Et c'est ce qui pérennisait le système français. Nous nous revenons. Mais qui dit répartition dit solidarité, j'y reviens, intergénérationnelle, à tous les niveaux, et donc équité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équité et vous le savez très bien. Vous êtes en train de merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. On a terminé avec un feu d'artifice ce soir. C'est la fin de cette émission. C'était la dernière de cette saison, si je peux juste conclure. Notre émission, c'est la dernière de la saison. Merci en tout cas. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de nous avoir été fidèles tout au long de l'année. Un remerciement tout particulier pour notre rédacteur en chef, Pierre-Henri Gergonne, avec qui nous avons beaucoup de plaisir à travailler. Un remerciement également pour Cécile Even et Amélie Goyer, qui sont les journalistes programmatrices de cette émission. Et toute cette équipe fait un très très beau boulot. Ça donne tous les soirs une très belle émission. Merci à eux. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver en septembre prochain pour de nouveaux débats. Ou peut-être. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Restez au cœur du débat.